Bien, alors cette fois-ci, bonsoir à tous. Merci d'être venus très nombreux au Musée d'Archéologie nationale. Ça fait plaisir de voir un auditorium presque plein. Donc, bien sûr, vous êtes tous allés voir l'exposition D'un monde à l'autre, l'exposition sur Augustinum. Si vous ne l'avez pas encore fait, dépêchez-vous. Vous avez un petit peu de temps puisqu'elle se termine le 17 juin pour les Journées européennes de l'archéologie. Donc, ça va, vous pouvez prendre votre temps néanmoins. Et donc, je suis ce soir très heureux d'accueillir Agathe Mathieu-Legros, qui va donc nous parler de ce site exceptionnel et des fouilles qui ont eu lieu il y a quelques temps, maintenant quelques années, et aussi donc des découvertes exceptionnelles dont vous avez la possibilité, encore je le répète, jusqu'au 17 juin, que vous avez la possibilité donc de voir ici au Musée d'Archéologie nationale. Voilà, je le remercie chaleureusement et bonne soirée à vous tous. Merci. Bonjour à tous. Moi aussi, je suis assez heureuse et ravie de voir que l'auditorium est quand même tout à fait confortablement rempli et de voir que cette petite ville de Saône-et-Loire, somme toute, réussit à attirer à Saint-Germain-en-Laye un certain public. Je parie, je suis sûre que vous avez tous vu Autun d'une manière ou d'une autre. Daniel Roger vient de dire que vous aviez probablement vu l'expo. Moi, je veux dire, vous avez probablement vu Autun. Bon, je vois tout le monde opiner du chef en plus, donc c'est parfait. Dans le cas contraire, je me suis permise de truffer mon diaporama de vue des monuments antiques de la ville, puisque c'est une très, très belle ville. Son histoire, elle se lit aussi dans le paysage, aux portes du Morvan. Donc voilà, je voulais aussi vous donner peut-être des idées d'escapades estivales. Ceci étant, de manière plus sérieuse, donc la conférence que je vous propose, en fait, elle a pour but de retracer ensemble, on va dire, à peu près 6 siècles de l'histoire de cette ville. Donc on va pas du tout se résumer aux dernières découvertes, aussi spectaculaires soient-elles, d'autant plus que mes collègues Carole Fossurier et Nicolas Tisserand vous en parleront très bientôt. Moi, mon propos, c'est plutôt qu'on retrace ensemble cette histoire de la ville d'Autun qui nous permet de comprendre pourquoi finalement cette ville elle est intéressante, pourquoi elle se retrouve aujourd'hui objet d'une exposition à Saint-Germain-en-Laye. Et notamment son intérêt, ce que j'espère on va pouvoir toucher du doigt ensemble, c'est que finalement l'identité de cette ville, elle se lie bien dans l'Antiquité, mais elle se lie aussi de manière assez remarquable, assez rare, dans les périodes qui suivent, qui sont habituellement des périodes beaucoup plus obscures ou floues en tout cas, la période de l'Antiquité tardive et du début du Moyen-Âge. Il se trouve qu'à Autun, on a à la fois des sources historiques et des découvertes archéologiques qui se répondent et qui nous donnent une image peut-être un peu plus précise que dans d'autres villes de France de ce que devient cette ville antique à l'orée du Moyen-Âge. Donc c'est un peu cette proposition, ce voyage un peu dans l'histoire que je vous propose. Voilà. D'abord, très modestement quand même, je rappelle en préambule que je m'appuie en fait sur les recherches d'un certain nombre de mes collègues qui sont les référents scientifiques de cette exposition. Et en particulier, voilà, ces 5 personnes-là qui, toutes à leur niveau sur des sujets différents, travaillent sur l'archéologie d'Autun, parfois plus spécifiquement sur cette période de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge, et qui ont tous produit une abondante bibliographie sur le sujet. Donc si jamais vous avez des questions après chez vous, vous pouvez aussi aller du côté de ces auteurs. Voilà, donc je vais même remonter assez loin parce que pour bien comprendre l'histoire d'Autun, eh bien, il faut commencer avec Bibracte. Bibracte, capitale des Éduins, qui se trouve à peu près 25 km d'Autun, dans le Morvan. Les Éduins, c'est un très puissant peuple gaulois, un des plus puissants de Gaule, avec les Arvernes notamment. Ce qui nous intéresse ici, c'est que les Éduins sont de très longue date des alliés des Romains, depuis avant la conquête, puisque dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont conclu avec les Romains un pacte, ce qu'ils appellent un feudus, qui est très avantageux pour eux et qui leur permet notamment de porter le titre officiel de frères du peuple romain. Donc c'est un peuple qui va bénéficier très très tôt, avant la conquête romaine une fois de plus, de liens très privilégiés avec le monde romain, et notamment des liens commerciaux que l'archéologie à Bibracte, on va dire, relate très régulièrement au cours des fouilles. Pour rappel aussi, ce sont les Éduins qui vont appeler les Romains, qui vont appeler l'intervention de César en Gaule en 58 au moment de l'invasion helvète. Les Éduins vont être des alliés fidèles des Romains pendant la guerre des Gaules. On peut en penser tout ce qu'on veut, mais en attendant, c'est vrai que c'est un peuple qui a été vraiment allié des Romains, qui a accueilli ces légions,
qui leur a apporté parfois un soutien militaire, qui leur a apporté surtout du ravitaillement, et qui sont restés fidèles aux Romains jusqu'aux derniers mois avant la bataille d'Alésia, où là, comme tous les peuples de Gaule, ils se sont effectivement ralliés derrière Vercingétorix à la coalition gauloise. Ceci étant, les Romains ne vont pas oublier cette amitié de longue date, puisque dès l'hiver suivant la bataille d'Alésia, c'est à Bibracte que César s'installe et va commencer à rédiger la guerre des Gaules. Voilà, donc ce qui fait que très tôt, finalement, des citoyens éduins vont accéder à un certain nombre de privilèges. Par exemple, la citoyenneté romaine, on sait que très tôt, certains vont acquérir cette citoyenneté. Et Bibracte va d'ailleurs, dans les premières décennies suivant la conquête romaine, être envisagée comme nouvelle capitale des Éduins, c'est-à-dire qu'on a, dans les dernières décennies avant notre ère, des débuts de construction gallo-romaine à Bibracte qui montrent bien qu'il y a eu un projet de capitale des Éduins à Bibracte. Et puis ce projet, il est finalement abandonné au profit d'Augusto Dunum, la ville d'Auguste. Donc là, je remets une petite carte où vous avez, alors je crois que je ne vois pas ma souris, moi, voilà, donc bon, j'ai mis des étoiles, j'espère que ça se voit assez de loin. Voilà, Autun se trouve ici, vous avez le territoire éduin qui est représenté. Donc finalement, c'est Auguste Dunum qui va devenir la capitale des Éduins. C'est une fondation qui est datée vraiment du règne d'Auguste, on l'estime autour de 15 avant notre ère. Et vous voyez que cette ville nouvelle, alors on va parler un peu des raisons de son implantation ici, mais elle se situe en particulier sur la voie d'Agrippa, qui relie, je ne vois pas ma souris, c'est pas simple, mais de Lyon à Boulogne-sur-Mer. Ma carte, je pense, est suffisamment explicite. Et surtout, vous voyez qu'on a fait un petit effort avec l'implantation de cette ville, puisque la voie d'Agrippa, elle va faire un petit décrochement pour passer par Augusto Dunum. Donc il y a un vrai projet de territoire avec la fondation de cette ville. Les raisons de la fondation d'Augusto Dunum à cet endroit-là sont l'objet d'hypothèses, mais une de ces hypothèses est que à cet emplacement-là se trouvait un sanctuaire de territoire sur lequel je vais revenir dans peu de temps, sanctuaire de territoire qui était déjà un sanctuaire important de l'époque de l'indépendance gauloise, et il n'est pas impossible que l'importance de ce sanctuaire ait été une raison, en tout cas symbolique, à l'installation de cette ville ici. Il y a aussi un aspect très très pratique. Bibracte se trouve sur les hauteurs du mont Beuvray, sur un site qui est évidemment un site plutôt fortifié et peu accessible. Avec Auguste Dunum, on fait le choix d'un site en plaine, sur un espace plan, beaucoup plus simple d'accès sur les voies principales. Et d'emblée, dès sa fondation, cette ville d'Auguste Dunum, elle va être dotée d'un certain nombre de traits assez caractéristiques et qui, de toute évidence, tiennent à cette relation très privilégiée que les Éduins entretiennent avec Rome. On est sur une ville d'assez grande taille, vous avez 200 hectares à peu près intramuros au sein de l'enceinte, plus ce quartier périurbain que vous voyez, c'est pas simple ça, hop, ici, voilà, un quartier périurbain ici, autour de ce fameux sanctuaire gaulois dont je parlais tout à l'heure et qui va perdurer à l'époque gallo-romaine. C'est pas tant la taille qui fait le côté exceptionnel d'Autun, c'est plutôt la manière dont elle va être dotée d'une certaine parure monumentale, à commencer par son rempart. C'est quelque chose de relativement exceptionnel à l'époque gallo-romaine. Généralement, les villes n'ont pas de rempart. Avoir un rempart, c'est clairement un privilège, et un privilège d'abord de prestige. La ville d'Autun est donc dotée d'un rempart qui fait 6 km de long quasiment dès la fondation de la ville. Dès la fondation de la ville également, il y a 4 grandes portes qui sont réalisées au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Vous les voyez vraiment aux 4 points cardinaux de la ville. Voilà. La fondation commence quasiment par ces portes, puis elles sont reliées par ce rempart. Ces vestiges, et ça c'est quand même une chance que l'on a à Autun, sont encore largement visibles dans la ville actuelle. Là je vous montre la porte nord, la porte d'Arroux, dont on conserve cette façade. Vous voyez, j'ai mis quand même à droite la restitution de la porte. C'est un peu plus qu'une porte, c'est une sorte de vestibule avant d'entrer dans la ville. On pense que c'est éventuellement un lieu peut-être de contrôle fiscal, voire de prise de taxes. En tout cas, c'est une porte très fortifiée. Donc on avait 4 portes similaires. Aujourd'hui, 2 sont visibles dans l'espace public de la ville. Là, vous avez la porte Est, la porte de Saint-André, une troisième est encore un peu perceptible également, mais dans un collège aujourd'hui. Voilà. Et la seule celle, la porte de Rome, la porte du Sud, a complètement disparu.
L'autre chose qui est encore très présente dans le paysage d'Autun aujourd'hui, ce sont les remparts, dont je vous parlais tout à l'heure, les fameux remparts augustéens. Alors certes, dans un état plus ou moins satisfaisant, mais sur les 6 km d'origine de remparts, il y en a encore à peu près 5 qui existent dans la ville d'Autun et qui évidemment structurent très très fortement aussi cette ville. Cette ville nouvelle, par-delà ce rempart, qui en soi est un privilège, elle est aussi dotée d'une parure un peu monumentale, particulièrement grande, impressionnante et luxueuse. Notamment des édifices de spectacle. Donc là, vous avez une évocation du quartier des spectacles. Il s'agit à la fois d'un amphithéâtre, un très grand amphithéâtre qui comptait parmi les plus grands du monde romain, que vous avez, donc c'est l'édifice plus ou moins arrondi qui se trouve ici, et un théâtre. L'amphithéâtre a complètement disparu aujourd'hui du paysage urbain. Il a servi pendant des siècles de carrière et a finalement complètement disparu au XVIIIe siècle. En revanche, le théâtre qui se trouve à côté, qui est un très grand théâtre aussi, qui est le second théâtre par sa dimension dans le monde romain occidental, qui fait 148 mètres de diamètre, lui est encore visible dans le paysage urbain. Et les amateurs du spectacle Auguste du Nome, qui est notre grand spectacle estival, le connaissent bien, puisqu'il y a un spectacle tous les étés dans ce théâtre. Donc, vestige encore très visible de ce grand théâtre. Par ailleurs, dans ce fameux quartier périurbain dont je parlais déjà tout à l'heure, on retrouve au centre un sanctuaire qui est la version gallo-romaine de ce sanctuaire gaulois dont je vous parlais tout à l'heure, qui a motivé peut-être l'implantation d'Auguste du Nome sur ce site, ou qui a peut-être été une des raisons, en tout cas, de cette implantation. Et en fait, autour de ce sanctuaire, tout un quartier s'est développé, un quartier dont la vocation, alors n'est peut-être pas complètement que cultuelle, mais le sanctuaire devait quand même être un élément important de la dynamique de ce quartier. On y a retrouvé des thermes, on y a retrouvé aussi toute une organisation artisanale, toute une partie du quartier est artisanale. Et vous voyez qu'on a un second théâtre qui est lui aussi de grande taille dans ce quartier périurbain. Donc c'est quand même, là encore, une parure monumentale assez impressionnante. Ce sanctuaire, c'est notre actuel temple de Janus. Le nom de Janus est complètement erroné, ça vient de la tradition, on va dire, locale. Et ce qu'il nous reste à voir aujourd'hui de ce temple, ce sont les murs finalement de la cella, c'est-à-dire la chapelle centrale de ce temple. C'est voilà, 2 murs de cette tour centrale. On est vraiment devant un sanctuaire de tradition indigène. C'était un sanctuaire gaulois, mais la divinité, comme souvent d'ailleurs, les Romains effacent rarement ce qu'il y avait avant, plutôt ils l'accompagnent. Donc la divinité a perduré. En tout cas, ce sanctuaire a perduré, a été ensuite remplacé par un sanctuaire en dur, mais toujours sur un plan de fanum. Et enfin, parmi les éléments remarquables de la ville d'Autun, il y a les écoles méniennes, qui sont là encore un autre point, on va dire, relativement exceptionnel, c'est-à-dire des universités. On va, pour utiliser un terme actuel, évidemment, sont une sorte d'université. Pour résumer qu'est-ce que sont ces écoles, on peut rappeler déjà qu'à partir d'Auguste, il y a un mode d'enseignement qui est diffusé largement dans l'Empire romain et qui vise à éduquer aussi bien l'esprit que le corps des jeunes gens, des jeunes citoyens qui vont être amenés à servir la cité, parfois à combattre pour elle. Suivant la tradition plutôt grecque, cet enseignement il est effectivement en partie littéraire, il s'agit de l'étude de textes ou de discours, et physique, aussi une pratique importante du sport. L'enseignement primaire est très largement diffusé. On a des traces d'écrits qui sont quand même assez fréquentes dans les villes de Gaule romaine. Donc là, on peut dire jusqu'à peut-être 8-9 ans. En tout cas, on estime qu'une partie non négligeable de la population était à peu près capable d'écrire et de compter. Puis vient une sorte d'enseignement secondaire où les jeunes gens entre 11 et 15 ans vont, sous l'égide d'un grammaticus, se former plus spécifiquement à la grammaire, aux textes littéraires, etc. Et enfin, les plus favorisés, donc après 16 ans, donc les jeunes hommes, vont suivre dans des écoles d'enseignement supérieur, cette fois sous la conduite plutôt d'un rhéteur, l'art oratoire, la rhétorique. Et c'est-à-dire vraiment tout ce qui va leur permettre derrière d'avoir potentiellement une carrière dans les structures de l'administration impériale ou dans l'armée, etc. Donc la rhétorique et les textes grecs sont un peu la base. Et ensuite, dans ces écoles, on peut aborder la philosophie, le droit, pour certaines la médecine. Mais ce sont des écoles, c'est pour ça qu'on les qualifie un peu d'universités,
qui clairement relèvent de l'enseignement supérieur. Ces écoles, évidemment, elles sont rares. On n'en trouve que dans les grandes villes de l'Empire romain. Et on sait qu'à Autun, il y a ces écoles quasiment dès l'origine de la ville, puisqu'on a une première citation de ces écoles dans un texte de Tacite en 21 après Jésus-Christ. Et on les retrouve dans le panégyrique de Maine en 298. Donc elles perdurent et on voit que c'est un monument qui est vraiment central à Autun. Elles ont un rôle considérable dans la culture, l'intégration de la culture gréco-romaine à Autun, ces écoles. Non seulement on suppose que l'élite éduenne s'y forme, que ça attire probablement d'autres jeunes gens de familles favorisées à Auguste du Nôme, mais ça attire aussi des professeurs qui viennent de Grèce pour certains, et ces professeurs, on les retrouve dans la population, et on retrouve de nombreuses traces dans la ville de l'importance de cette culture gréco-romaine, la manière dont les habitants d'Autun, en tout cas certains des habitants d'Autun, la maîtrisent en profondeur. Ce n'est pas un simple vernis de culture romaine sur un substrat gaulois, mais on a l'impression qu'il y a une vraie maîtrise de cette culture grecque et romaine. L'autre intérêt de ces écoles méniennes, c'est qu'en plus de ça, en plus de les connaître par les sources historiques, il se trouve qu'on les a retrouvées par l'archéologie. Donc là, vous avez une toute petite évocation d'une des colonnes de ces écoles méniennes. Donc, pardon, je vous ai montré ce plan et je ne vous l'ai pas commenté. Vous avez le grand temple circulaire, qui est le temple d'Apollon, et la grande rue, c'est le Cardo, le grand axe nord-sud. Et de l'autre côté, ce bâtiment-là serait le bâtiment des écoles méniennes. Ce qui n'est pas évident pour identifier ce genre de bâtiment, c'est qu'on n'a pas de plan type, contrairement à des thermes, par exemple, ou à un temple, où on sait à quoi ressemblent des thermes, à quoi ressemble un temple. Les écoles, il n'y a pas forcément un plan type. Cependant, le plan correspond assez bien parce qu'on a à la fois la grande cour qui permet les exercices physiques, on a les portiques et on a les espaces de réunion qui sont appropriés, on va dire, à la conduite des cours. Et surtout, ces écoles se trouvent situées là où les textes nous indiquent qu'elles devaient se situer. Et elles sont monumentales. L'archéologie, alors on n'en a que des bribes, ça je vais y revenir, mais montre quand même un édifice très conséquent avec le mur qui a pu être identifié fait 2 mètres d'épaisseur, des colonnes qui font 7,50 m, et ce chapiteau que vous avez sur la droite de la diapositive, qui est celui qui accueille le visiteur dans l'exposition ici, pèse 450 kg. Donc on est sur quelque chose de très très massif, très monumental. Voilà, donc ça c'est des essais des archéologues de restitution de ces colonnades sur le site de la fouille. La fouille a eu lieu en 2011 à Autun. Donc en plus on a une actualité archéologique qui est très dynamique et on met quelque part constamment à jour les informations. Voilà pour vous donner alors là encore, il va me falloir ma petite souris. Voilà. Donc sur cette carte, les écoles d'enseignement supérieur sont symbolisées par ces volumens que vous avez ici. Et donc vous voyez qu'en Gaule, alors celle d'Autun, a priori, c'est la première mention qu'on ait. Malgré tout, il y a une autre école qui est très importante à Marseille, et puis un peu plus tardivement Bordeaux, et plus tardivement aussi Trèves. Voilà. Mais on n'en a quand même pas dans toutes les villes de Gaule, loin de là. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu aux personnes. Je vous ai un peu présenté ce qu'on trouve à Autun. Quand on arrive à Augusto du Nôme au IIe siècle, à fois on voit 2 théâtres, on voit un amphithéâtre, on voit des écoles. Maintenant, comment est-ce qu'on approche les habitants d'Augusto du Nôme? On a beaucoup d'inscriptions qui nous indiquent qu'un certain nombre d'habitants d'Augusto du Nôme sont des habitants effectivement qui bénéficient de postes particuliers ou qui ont une éducation un peu poussée. J'ai pris quelques exemples d'inscriptions. Je suis désolée de cette photo ancienne, mais c'était la meilleure que j'avais. Voilà une dédicace, par exemple, qui est intéressante parce qu'elle nous indique que Caius Iulius Proculus, fils de Caius Magnus, petit-fils de Caius Eporidorix, a fait ce monument à ses frères. Alors, c'est un exemple d'évergétisme, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a d'abord eu un Eporidorix, donc évidemment c'est un nom gaulois, un nom d'Éduin, notable Éduin probablement, que le fils d'Eporidorix a adopté un nom romain, Caius Magnus, et que son petit-fils, lui, bénéficie vraiment de la trianomina complète. Donc on voit en 3 générations l'intégration rapide et complète
des habitants éduins, en tout cas de l'élite de ces habitants. Souvent, on trouve ce nom de Caius Iulius en référence justement aux bienfaiteurs, à savoir les Césars et les Augustes, les premiers noms de ces nouveaux noms gaulois, de ces nouveaux noms romains des Éduins, eh bien, font hommage en fait à Caius Iulius Caesar, par exemple, donc aux bienfaiteurs de la ville. Donc, première inscription qui montre simplement voilà, l'ascension sociale rapide des Éduins et leur intégration rapide au cadre de l'Empire romain. Deuxième dédicace, celle-là, elle est intéressante parce qu'elle est en grec. C'est une dédicace d'un certain Eutychès, qui est un nom grec, qui a réalisé un monument, et il le dédie au médecin et à l'illuminateur des mortels, Apollon, et à la reine d'Éphèse portant la lumière, Eutychès. Portant la lumière, ça c'est voilà. Et donc ça c'est intéressant. D'abord le temple d'Apollon. Apollon c'est le dieu tutélaire quelque part d'Auguste. Donc Auguste du Nome, le principal temple d'Auguste du Nome, en tout cas le plus visible dans la ville, c'est un temple dédié à Apollon. Et surtout ici on est devant l'inscription d'un grec qui rédige donc son inscription en grec, qui utilise des formulations un peu savantes. Vous m'entendez? Oui. Des formulations un peu savantes parce qu'il ne va pas parler d'Artémis, il va parler de la reine d'Éphèse portant la lumière, donc faisant des références à peut-être une origine d'Asie, plutôt d'Asie mineure. Et puis là, une façon de s'adresser à Apollon en tant que médecin qui, pour les épigraphistes, et là je me réfère vraiment à une étude d'Anthony Austin qui a fait une étude fine de cette inscription, laisse supposer que Eutychès est lui-même médecin parce qu'il a utilisé un terme très particulier qu'utilisent généralement les médecins entre eux. Donc, on a à la fois cette personnalité qui est plutôt grecque, clairement éduquée, peut-être médecin, et qui nous donne aussi cette idée voilà, de la culture de certaines personnes dans cette ville, d'un nombre conséquent de personnes. Je choisis que 3, c'est la dernière. 3 inscriptions. La dernière est très lacunaire. Voilà, c'est une inscription à Tiberius, Claudius, Potitus, Sabinianus. Donc là, on est 4 noms. Fils de Caius, de la tribu Quirina, tribun militaire de la 22e légion Primigenia, etc. On est donc là devant un homme qui est très romanisé, qui porte 2 cognomats, un milieu notable, qui est un officier militaire et qui est ici probablement plutôt de l'ordre équestre. Donc quelqu'un qui a fait une carrière dans l'armée, qui est complètement romanisé et qui l'inscrit dans cette dédicace. On en a d'autres, des inscriptions de ce type, qui nous montrent bien qu'il y a des anciens Gaulois qui sont devenus assez romains dans leur mode de vie. On a des Grecs aussi qui sont là et qui participent à la vie de la cité. Et puis évidemment probablement d'autres habitants. Je parle des habitants les plus aisés, de l'élite évidemment, parce que je parle de culture gréco-romaine et qu'on se doute qu'une partie non négligeable de la population d'Auguste du Nome n'avait certainement pas accès à tous ces éléments. Cependant, l'aisance de la ville d'Auguste du Nome, elle semble quand même importante. Notamment, sur cette carte, vous avez les petits carrés rouges, ça représente toutes les découvertes de mosaïques dans la ville. Donc, qui dit mosaïque dit demeure plutôt aisée, plutôt d'un niveau social intéressant. Et vous voyez que finalement, ces demeures avec mosaïque, elles occupent une grande partie déjà de la ville intramuros. Et si on en a moins sur la pointe sud, c'est-à-dire en bas de la carte, c'est à mon avis plus probablement parce qu'il n'y a pas eu de fouilles que parce qu'il n'y a pas eu de domus, parce qu'on est sur la partie où la ville a été la plus densément peuplée, où on a peut-être eu moins d'occasions de travaux. Mais donc on voit que c'est une ville qui non seulement a bénéficié d'une sorte de programme assez ambitieux au départ, mais en plus, ce programme a été plutôt couronné de succès. Toute la superficie de la ville a été lotie, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, on imagine une grande ville et puis finalement, des îlots restent vides. À Autun, ce n'est pas le cas. Tout a été loti très vite, le quartier périurbain aussi. Et on a quand même un nombre conséquent d'attestations de maisons plutôt riches. Donc ces mosaïques, évidemment, je suis obligée de vous en donner quelques exemples, notamment Bellérophon, puisque c'est une œuvre qui est maintenant déposée chez nous par le Musée d'archéologie nationale et qui va engager d'ailleurs sa restauration. Donc c'est une très grande mosaïque
conservé en de nombreux fragments, mais notamment le médaillon est assez remarquable, très restauré, je suis obligée de le dire, mais remarquable quand même. Puis surtout, je voulais présenter peut-être un peu plus en détail cette mosaïque-là, dont un des panneaux est présent dans l'exposition, mais il se trouve qu'il y en a 3 qui sont aujourd'hui connus. C'est une mosaïque qui présente des portraits de philosophes ou de penseurs grecs. C'est un exercice qui existe, enfin un modèle de mosaïque qui existe. Ceci étant, elle est particulièrement soignée, cette mosaïque. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'elle a été découverte en plusieurs temps, à l'occasion de découvertes plutôt fortuites ou de toutes petites fenêtres de fouilles. Ce qui fait que nos 3 panneaux ont été découverts à quasiment 10 ans d'intervalle les uns des autres et que la restitution complète de la mosaïque est encore assez aléatoire. On a 3 panneaux dans les collections du musée. D'après le schéma de la mosaïque, on pense qu'il y en a au moins 5, parce que ça ne fonctionnerait pas à moins de 5. C'est possible qu'il y en ait même peut-être encore 2 de plus, 3 de plus, mais en tout cas, il y avait au moins 5 penseurs ou philosophes ou poètes représentés sur cette mosaïque. Vous avez ici Métrodore. Ce qui est intéressant, en fait, je vais vous dire les 3 qui sont représentés. On a Métrodore, Épicure et Anacréon. On va partir de la figure peut-être que tout le monde connaît le mieux, c'est-à-dire Épicure, autour de cette figure d'Épicure qui inspire une certaine philosophie, une philosophie peut-être de la manière de profiter le plus sagement possible de la vie, en sachant modérer aussi ses envies et ses passions. Eh bien, s'articulent des penseurs qui vont poursuivre sur cette réflexion-là. Ce qui est intéressant dans cette mosaïque, c'est que non seulement on a des portraits de penseurs, et une fois de plus, c'est pas la seule mosaïque où on a des portraits de philosophes, mais en plus, on a une citation à chaque fois d'un extrait du texte du philosophe en question. Donc, pour Métrodore, qui est en ce moment à l'écran, « Nous sommes nés une fois pour toutes, une deuxième naissance est impossible, et toi qui n'es pas maître du lendemain, tu ajournes ce qui apporte la joie, mais la vie dans ce délai se perd, et chacun de nous, dans son manque de disponibilité, meurt. » Voilà. Désolée de plomber l'ambiance. Et en fait, c'est intéressant parce que ce qui pourrait passer a priori pour une mosaïque un peu légère, puisqu'on parle d'Épicure, de la boisson, de l'amour, de la vie, c'est en fait une réflexion philosophique un peu plus profonde que ça, sur effectivement qu'est-ce que c'est la manière de bien vivre quelque part. Donc, cette mosaïque est la façade originale, qu'on a une citation de l'œuvre, on a le nom, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais hop, chaque petit panneau a le nom du penseur ici, la Métrodore. Et puis le portrait est d'une certaine qualité. C'est pas un portrait stéréotypé. D'ailleurs, vous allez voir les 2 autres panneaux, ils n'ont pas le même aspect. Là, pour Métrodore, on est clairement devant un homme chauve, barbu, qui semble assez pensif, qui tient ici plutôt un volumen. Et vous voyez que ça va se distinguer, par exemple, du portrait. Alors, certes, elles sont très lacunaires. Hein, vraiment, ça a été des conditions de fouille assez compliquées, mais j'arrive pas à voir si ma souris... Ah, voilà. Malgré le côté lacunaire, vous voyez qu'Épicure est représenté comme un homme âgé. Hein, ça se voit même à sa poitrine. C'est vraiment un homme âgé, fatigué. Son œil droit est clos. Il est dans une attitude peut-être d'orateur, d'enseignement. Il a la main ouverte, comme s'il expliquait quelque chose, un peu comme un maître. Donc, on est sur une recherche de portrait qui est assez fine. On se demande même pour Métrodore s'il n'y a pas eu un véritable essai de faire un portrait à partir d'une autre œuvre par ailleurs de Métrodore. Et Anacréon possède encore un autre aspect. Anacréon, qui est un poète grec du 5e siècle. Ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple pour Anacréon, un poète qui est bien plus ancien qu'Épicure et Métrodore, la graphie utilisée est archaïque. Donc on a été même à ce niveau de détail où la graphie grecque indique aussi l'ancienneté d'Anacréon par rapport à Métrodore et Épicure. Donc là, on est vraiment devant un témoignage de la profondeur de cette culture gréco-romaine chez certains des habitants d'Augusto du Nome, qui effectivement maîtrisent évidemment non seulement largement la langue grecque, mais connaissent tous ses écrits, ont peut-être choisi eux-mêmes ses sentences, pratiquent la philosophie. Donc cette mosaïque-là est un des meilleurs exemples, on va dire, de la manière dont la culture est vivante et présente dans la population d'Augusto du Nome à son apogée.
ce petit portrait de Augusto Dunum antique étant fait, maintenant la question qui se pose, c'est comment cette ville va vivre la période qui suit, et notamment les troubles de la période qui suit. Autun, comme les autres, va souffrir en fait des troubles qui commencent avec le IIIe siècle, notamment la période de l'anarchie militaire. J'ai remis 2-3 dates, je suis désolée, cette diapo est un peu scolaire, on va dire, mais qui est cette période durant laquelle on assiste à une succession très rapide d'empereurs qui sont pour la plupart issus des rangs de l'armée, parfois arrivés par le fait d'un coup d'État. Donc c'est une période vraiment d'instabilité politique et militaire. Et cette période d'instabilité, elle va perdurer donc jusqu'à 285, c'est-à-dire jusqu'à l'arrivée au pouvoir de Dioclétien, qui va rétablir l'administration, les institutions romaines, etc., et ramener un certain ordre dans l'Empire romain. Augusto Dunum, je poursuis sur cette période de l'anarchie militaire avant. En Gaule, plus précisément, il y a une période de troubles particulière qui est l'Empire des Gaules, qui est cette période durant laquelle finalement des généraux gaulois vont réussir à se faire élire effectivement empereurs, donc ce sont des empereurs usurpateurs, et quelque part tailler des croupières dans l'Empire romain en créant un empire des Gaules, c'est la partie verte de la carte, contre l'Empire romain officiel. Ces usurpateurs, peut-être que le plus connu en tout cas c'est Posthume, de 260 à 269, et puis ensuite suivent Victorin et Tétricus en particulier. Donc ce sont des généraux gaulois. Que se passe-t-il du côté d'Auguste Dunum à ce moment-là ? Eh bien évidemment, elle souffre de ces troubles, la ville souffre de ces troubles. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même déjà des signes de déprise urbaine dès les années 250. On commence à voir, notamment au niveau du quartier périurbain. En fait, ça reste complètement occupé à l'intérieur de l'enceinte, mais le quartier périurbain commence à montrer des signes peut-être de semi-abandon. Le théâtre en particulier ne semble plus utilisé. Le sanctuaire également. Et puis surtout, durant l'Empire des Gaules, Auguste Dunum va rester fidèle à l'Empire romain et va notamment, au moment des troubles liés à Posthume puis Victorin, appeler à son aide l'empereur officiel qui est à ce moment-là Claude II le Gothique. Il va demander une intervention de Claude II pour venir protéger la ville. Et l'empereur romain, à ce moment-là, est déjà occupé par d'autres opérations ailleurs et n'intervient pas pour Auguste Dunum, qui va subir un siège qui est relaté par les sources historiques. Et c'est Victorin, en 269, qui va faire pendant 7 mois le siège de la ville, puis rentrer dedans, la piller, et va causer, a priori, d'après les sources historiques, des dommages importants. Ce qui est clair, alors le siège lui-même n'a pas laissé de traces archéologiques claires. On n'a pas, d'ailleurs, on peut passer à celle d'après, on n'a pas, ce qui serait très pratique, une couche d'incendie bien datée de 269 qui nous permettrait de dire ça c'est Victorin. On n'a pas ça. En revanche, ce qu'on a dans la ville, c'est que d'une part, il y a une grosse déprise urbaine là, nettement plus importante à partir de 270. On estime qu'après 270, 50% à peu près de la ville est occupée. Et là, vous avez des petits carrés rouges sur cette carte à tous les endroits où il y a des indices vraiment d'abandon dans ces années-là, à la fin du IIIe siècle. Vous avez également dans toute la ville, pour cette période-là, pour la seconde moitié du IIIe siècle, et en particulier pour ces années 260-280, beaucoup de matériel militaire. Alors, matériel militaire qui ne sont pas forcément à associer au siège de Victorin, mais qui montrent quand même qu'on a dans la ville des légions militaires, des cantonnements de soldats, qui ont laissé un certain nombre d'éléments de leur matériel. Notamment, donc là, tout ça, ce sont des objets, alors, là encore, on en a beaucoup d'autres dans les collections, mais pour vous les commenter rapidement, là, vous avez 3 phalaires, c'est-à-dire ces éléments qui vont sur les harnachements des chevaux, qui sont assez décoratifs, des éléments de pommeau d'épée ou de spata, donc vous avez une pommeau à tête de lion, un pommeau à tête de lion ici, un pommeau à tête d'aigle ici, des éléments d'accroche de fourreau ici. Tout ça, c'est des petits éléments en os. Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué de comprendre à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à accrocher le fourreau
à la ceinture. Évidemment des lames, des poignards, des spatas. Ici, vous avez une paragnatide, un couvre-joue de casque. Et enfin, ici, là, des petites écailles de cuirasse. Voilà, quelques exemples de ces équipements militaires qu'on va retrouver un peu partout dans la ville à l'intérieur des remparts et aussi beaucoup dans le quartier extramuros, dans l'ancien théâtre, qui semble être occupé à ce moment-là par des garnisons de soldats, comme ça a pu se faire dans d'autres villes. Le théâtre est un espace qui se prête assez bien, finalement, à du cantonnement de soldats. En tout cas, on retrouve un nombre important de militariat sur le théâtre extramuros. Puis on retrouve aussi pour cette période-là, de manière assez abondante à Autun, non pas, comme dit le titre, des fragments d'équipement militaire, mais là des fibules, qui sont des fibules très particulières, des fibules cruciformes, donc notamment toute cette partie-là de la diapositive, qui sont des fibules assez typiques de la fin de l'Antiquité, que portent les dignitaires de l'administration impériale et que portent aussi les officiers militaires. Donc ça nous montre qu'il y a des personnes officielles qui sont là, et probablement des officiers, dans la ville d'Autun. On retrouve aussi parallèlement les fibules que vous avez sur la gauche de la diapositive et celle du bas ici, des fibules plutôt germaniques, qui viennent pour certaines d'Allemagne ou même du Danube, qu'on met en relation non pas trop avec les invasions germaniques, parce que là, la réalité des invasions germaniques à Autun, à cette période-là, elle n'est pas du tout assurée, mais plus certainement des mercenaires, des soldats venus effectivement d'autres contrées qui participent avec l'armée romaine aux opérations de défense, etc. Et ça, c'est un phénomène qui est très très bien connu à cette période-là. Donc, période de trouble qu'Auguste Dunhomme subit effectivement de plein fouet. Vient Dioclétien, qui arrive donc en 284 et qui va rétablir une forme d'autorité et rétablir restaurer, on va dire, l'autorité de l'Empire romain, avec notamment l'organisation de la tétrarchie, qui est un gouvernement collégial qu'il organise sur l'Empire romain entre 4 princes, 2 Augustes, 2 César. En tout cas, c'est un partage du pouvoir entre 4 personnes, ce que symbolise cette sculpture très très connue que l'on peut voir à Trèves, où l'on voit les princes effectivement soutenir ensemble l'Empire romain. Et donc Dioclétien va rétablir l'ordre et rétablir pendant une période pas très longue, mais malgré tout importante, de la toute fin du IIIe siècle aux 2 premières décennies du IVe, une période de prospérité pour l'Empire romain. Et c'est là où l'histoire d'Autun est particulièrement bien documentée, parce que là, c'est vraiment des choses qui sont difficiles à appréhender habituellement. C'est très bien documenté par les sources historiques, grâce notamment au panégyrique latin, donc qui sont... alors je vous en ai mis un tout petit extrait là que je vais vous laisser lire pendant que je discute, mais qui sont des discours d'apparat. On en connaît 11. Alors c'est vraiment des discours d'éloge avant tout. D'ailleurs, vous voyez la forme. Hein, j'ai mis un extrait pour que vous vous rendiez un peu compte de la forme passablement empoulée de ces discours, mais c'est tout un art oratoire aussi assez spécifique. Donc des discours habituellement d'éloge et de remerciements adressés à l'empereur ou à un représentant de l'empereur, généralement par des orateurs gaulois, et c'est des discours tout à fait typiques de la fin de l'Antiquité. Dans un cas, ce n'est pas un discours de remerciement, mais plutôt de supplique, de demande, et c'est assez intéressant parce que justement ça concerne Autun. Et parmi ces 11 discours, 4 ont été adressés justement par des orateurs éduins. Donc c'est quand même important, ça montre qu'à Autun, il y avait effectivement des gens qui avaient le bagage littéraire, quelque part les connaissances, le réseau, etc., pour aller s'adresser à l'empereur. Et ces discours des orateurs éduins, eh bien, ils évoquent tous la ruine de la ville à la fin du IIIe siècle, ce fameux siège alors de Victorin, où là je sais plus, j'ai un autre extrait, il parle de Batave, mais peu importe, il parle des troubles militaires, et ils évoquent des travaux de restauration qui ont pu être menés, ou qu'on espère pouvoir mener, grâce aux libéralités de l'empereur. Et c'est quand même très très intéressant pour nous, parce que ce que ça nous montre, c'est que là, dans cette période difficile où Autun est quand même passablement ruiné et très dépeuplé, somme toute, l'empereur, l'Empire Rome, va prendre sur ses deniers, sur le trésor central quelque part, pour financer des travaux de restauration de la ville d'Autun,
On mentionne à ce moment-là notamment les écoles méniennes, qui est un des monuments emblématiques de la ville. Rome accorde des exemptions d'impôts et Rome fait venir d'autres gens, d'autres personnes à Autun pour de nouveau peupler la ville. On parle notamment de l'arrivée d'artisans qui sont amenés à Augustodunum par Rome. Et donc on suppose qu'effectivement la ville n'a à ce moment-là plus la population, n'a plus la main-d'œuvre présente pour assurer ne serait-ce que les travaux qu'elle souhaite mener. Un de ces discours est prononcé par Eumène, petit-fils d'un professeur grec des écoles méniennes, lui-même à ce moment-là directeur des écoles méniennes, et il formule en 298 ce discours devant le gouverneur de la Lyonnaise où il va longuement parler justement de ces écoles. Je vais essayer d'être rapide, mais il faut avant tout, éminent gouverneur, par la restauration de cet édifice, les écoles méniennes, seconder les vues divines de nos empereurs et de nos Césars et la particulière bienveillance qu'ils ont pour nous. Je vais m'arrêter là parce que c'est très long. Chaque discours fait plusieurs pages en fait, en réalité. Mais donc, il insiste lourdement sur ces écoles méniennes parce que c'est un des symboles vraiment de Rome au cœur de la Gaule. Donc c'est un symbole de civilisation au cœur d'une période où il y a, voilà, le trouble est tout autour. Ce qui est là encore très intéressant avec le cas d'Autun, c'est que l'archéologie corrobore les sources historiques et que effectivement on retrouve vraiment dans la ville des traces de cette restauration urbaine de la toute fin du IIIe et du début du IVe siècle. Vous avez sur la gauche le cardo. Allô, allô? Oui, c'est revenu. Vous avez le cardo, donc cette grande voie nord-sud de la ville qui est complètement refait au début du IVe siècle avec un dallage monumental de dalles de granit qui font chacune plusieurs centaines de kilos. Alors là, j'ai vraiment une vue d'un bout du cardo tel qu'on le voit dans un des secteurs d'Autun. C'est vrai que, on va dire à sortie de fouille, c'est très très impressionnant parce que c'est très long en fait. C'est monumental cette voie et donc ça c'est fait au début du IVe siècle. On a des attestations par la fouille de la restauration de l'aqueduc qui est mentionné effectivement dans les panégyriques latins. Là, on a un aqueduc qui fait une petite dizaine de kilomètres de long et cet aqueduc est restauré à ce moment-là, de même que les thermes. On se dit, si l'aqueduc est de nouveau restauré, les thermes peuvent l'être. Le temple d'Apollon également est restauré. Bref, on a des restaurations conséquentes dans toute la ville et les écoles méniennes. Donc je reviens à l'image qu'on avait tout à l'heure où je vous ai présenté pour la première fois ces écoles méniennes. Et là, vous voyez simplement que là, c'est le plan du IVe siècle. On a ajouté à ce moment-là dans le plan des écoles cette partition de la cour avec un portique central. Et ce que je vous ai montré tout à l'heure des écoles méniennes, cette colonne, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ma diapositive, mais je vous ai montré des petits morceaux de colonne parce qu'en fait, c'est cette phase de restauration du IVe siècle que les archéologues ont trouvée. Et par ailleurs, par la suite, ça a été de nouveau ruiné, donc on en a des petits morceaux. Ce qui est remarquable également, pour finir sur cette période de restauration, c'est que ça touche aussi l'habitat privé, donc c'est un vrai retour de prospérité en profondeur, et on a retrouvé plusieurs domus du début du IVe siècle qui ont droit à une véritable restauration au début du IVe siècle. Là, vous avez le mobilier d'une de ces maisons, maison dite de Balbus Iaccius, en raison de cette inscription que j'ai mis en centrale sur la diapositive, à la déesse Tutela, Balbus Iaccius et les siens ont offert ce monument à la suite d'un vœu. Donc ça, c'est l'inscription qui a été retrouvée au milieu de la maison, sur un pavement de dallage de schiste et de marbre blanc que je vais vous montrer tout de suite après, et avec du mobilier qui est plutôt quand même du mobilier de qualité, tirelire en bronze, la petite abondance assise que vous avez ici, c'est en fait une tirelire, ou un petit étui pendentif en or, avec là encore une inscription en grec, qui montre bien que le grec, c'est pas que pour l'école, c'était vraiment dans le quotidien. Voilà, Eio Opi, réjouis-toi, en filigrane en grec. Cet objet-là, le petit pendentif, est dans l'exposition d'ailleurs. Vous serez déçus parce qu'il est... Voilà. Profitez de la photographie. Et toujours la même maison, avec, alors les photos sont un peu ternes, mais très très beau pavement de marbre. Là encore, vous avez dans l'exposition celui-là, voilà. Et c'est d'ailleurs sur ce pavement-là que se trouvait l'inscription. Voilà, donc c'était ce pavement-là. L'inscription se trouvait par ici, et puis un autre pavement. Donc on n'est plus sur de la mosaïque. On a quand même
je ne sais pas si c'est une perte de technique ou en tout cas une évolution des styles, mais en tout cas, les maisons de ce début du IVe siècle n'ont plus de sols en mosaïque, mais ont des sols en pavement comme ça de marbre, qui montrent quand même que les échanges fonctionnent toujours, parce qu'on a toujours des marbres lointains, à moins qu'ils aient récupéré des marbres d'autres monuments. Ça, c'est la petite incertitude. Mais donc, on a ce retour de prospérité. Là, j'ai parlé des formes de la ville. Maintenant, du côté des esprits, si je peux me permettre, autre mouvement contemporain de tout ça, c'est l'émergence du christianisme. Voilà, donc j'ai déjà dit, Auguste Dunum, par la présence des écoles, est un centre urbain qui est quand même assez propice aux échanges, à la diffusion des idées. On suppose une élite de la population instruite qui côtoie des professeurs venus de tout l'Empire, pour certains d'Asie mineure, peut-être notamment d'Alexandrie, on a des provenances d'Alexandrie, et évidemment, ils se frottent à toutes sortes d'idées. Y compris par exemple sur le plan cultuel, aux nouvelles religions orientales que peuvent être les religions d'Isis ou de Cybèle ou de Jupiter Ammon. Et parmi ces nouvelles religions, il y a le christianisme, qui elle est une religion très particulière puisqu'il s'agit d'une religion monothéiste, donc qui se distingue très fortement pour ça des cultes traditionnels. On est à peu près certain que le christianisme est implanté à Autun sans problème au IIIe siècle, mais n'a pas laissé pour une période aussi haute de témoignages archéologiques. Ce qui peut assez facilement s'expliquer, puisque jusqu'à l'édit de Constantin en 313, le christianisme est une religion interdite, donc évidemment, il est plus compliqué de laisser des traces visuelles de ce christianisme. Mais on sait qu'on a un christianisme présent assez tôt dans la ville, que cette communauté chrétienne commence à être organisée, chapeautée par un évêque sûr au IVe siècle. Et la première mention d'évêque vraiment certaine, c'est Rhétis, qui est un contemporain de Constantin. Il va participer au concile, notamment avec Constantin. Donc voilà, on est au tout début du IVe siècle. Donc, une fois de plus, on n'a pas de mobilier aussi ancien, on n'a pas de mobilier du IIIe siècle dans les collections, mais on a quand même du mobilier chrétien assez ancien, notamment la stèle que vous avez en bas ici du 5e siècle. Alors, elle est très, très, très usée. Mais vous avez un motif d'oiseau picorant une guirlande, si vous arrivez à discerner ça. Ah, je vois que je vous en demande peut-être un peu beaucoup. Mais, allez, mes petits oiseaux, là. Petit oiseau, oiseau. Bon, le deuxième, ok. Et la guirlande. Donc, qui peuvent s'apparenter au motif assez chrétien de deux colombes picorant une couronne de fleurs, au centre de laquelle, très souvent, on voit un chrisme. Autre élément, donc la stèle au-dessus, qui est difficile à dater, 8e, peut-être 9e siècle, qui garde encore un style très antique d'ailleurs dans sa forme, mais où on voit quand même un personnage faisant des signes qui indiquent plutôt une influence chrétienne, avec alors, peut-être un signe d'orateur en train de parler, et puis surtout ce signe de la main tendue comme une sorte de bénédiction. Par ailleurs, il y a quelque chose qui sort, je parle d'une stèle, mais je ne pense pas que ça soit une stèle, vraiment quelque chose qui émerge au-dessus. Alors, est-ce que c'est un support de croix? Est-ce que c'est un support de monument? Enfin, quelque chose qui quand même laisse assez clairement supposer plutôt un sens chrétien. Et puis, cet objet peut-être un peu ingrat, mais pourtant bien intéressant, qui est un moule en pierre dans lequel on moulait les récipients en verre, et vous voyez qu'il y a un décor gravé au fond, donc ça faisait un décor en relief au fond d'une fiole en verre. Et là, on est clairement devant un décor chrétien, puisque vous avez le chrisme au centre et une formule de salut tout autour. Donc là, c'est vraiment un objet chrétien, on est autour du 8e, 9e siècle. Mais maintenant, pour parler des plus anciens, on a deux attestations quand même très anciennes du christianisme à Autun. C'est la plaque de l'inscription de Saint-Pierre-l'Étrier, dont vous pouvez voir un moulage dans l'exposition. Là, vous avez la photographie du coup de l'original, qui est presque moins lisible parce qu'elle est plus propre. Donc, nous, on l'a fait restaurer récemment, et c'est vrai qu'on se dit, on voit presque moins l'inscription maintenant. Mais ça, en tout cas, c'est une plaque qui est très érodée, mais qui est très intéressante, qui a été trouvée sur la nécropole de Saint-Pierre-l'Étrier. Et c'est donc un long poème en langue grecque, là encore, je me permets d'insister lourdement, constitué donc de 11 vers, qui est une prière adressée au Christ, mais aussi une tirade de Pectorios à ses parents, sa mère notamment Lilaïo et son père Ascandios, auquel il demande quelque part d'intercéder pour lui. Il s'agit avec cette inscription-là d'une des premières mentions du Christ en fait en Gaule romaine. Le nom du Christ
Là, pour le coup, je ne vais même pas vous demander d'essayer de le voir, mais c'est un poème acrostiche, c'est-à-dire que les 5 premières lettres des 5 premiers vers forment le mot ictus, qui est le Christ sauveur, le terme désignant le Christ dans ses premiers temps chrétiens. Et on est là devant, justement, alors c'est à la fois un vrai texte littéraire, c'est quand même remarquable, on n'est pas devant quelque chose de stéréotypé encore. On est aussi devant un formulaire ou une façon de dire les choses encore relativement sophistiquée, alambiquée, confuse. Et ce qui laisse aussi penser peut-être qu'on est encore avant l'édit de Milan à ce moment-là, devant quelque chose qui n'est pas encore complètement explicitement chrétien. On n'a pas encore de croix, de chrisme, de choses très très claires. On est encore devant un poème qui peut prêter, on va dire, à plusieurs formes de lecture, mais qui en même temps est clairement ici chrétien, une fois qu'on a décrypté un peu ces éléments-là. Autre inscription qui vient également de Saint-Pierre-l'Étrier, qui elle aussi était clairement chrétienne, c'est la réutilisation de ce fragment de sarcophage qui se trouve dans l'exposition. Vous avez sur la gauche de la diapositive la face antique du sarcophage. C'était un sarcophage avec un décor de muse qui a été cassé à un moment et remployé. Et sur le petit côté du sarcophage, il y a eu ensuite une inscription que vous avez donc sur la photo d'à côté, qui est une dédicace à Euphronia, une petite fille, a priori morte dans un naufrage. Et cette inscription nous dit que la petite fille en question, Euphronia, a reçu le baptême. Donc on est là, clairement, devant une inscription chrétienne. Je ne suis pas spécialiste, donc je n'irai pas beaucoup plus loin, mais est-ce qu'on voit ma souris? Non. C'est, pour ceux qui vraiment travaillent là-dessus, c'est le terme de perképite, qui a priori signifie que la petite Euphronia est baptisée. Voilà, donc je vais dire juste quelques mots de Saint-Pierre-l'Étrier, mais je ne veux pas trop déflorer le sujet, puisque c'est vraiment le sujet de la conférence de mes collègues. Simplement pour vous dire que cette nécropole de Saint-Pierre-l'Étrier, alors d'abord, elle se trouve ici, voilà, c'est le rond orange, donc assez loin, vous voyez, des remparts de la ville antique, mais ça, selon la tradition antique bien connue, que les nécropoles se trouvent loin des vivants. Elle a vraiment commencé son utilisation dans l'Antiquité tardive. Les premières sépultures datent du IIIe siècle et sa période de pleine utilisation va du IIIe au 8e siècle à peu près, même si l'usage d'inhumer des personnes a perduré quasiment jusqu'à la Révolution. On retrouve encore des tombes ensuite. Mais voilà, c'est vraiment un cimetière de l'Antiquité tardive et du Haut Moyen-Âge qui est connu depuis très longtemps, connu par l'archéologie au moins depuis le XVIe siècle, et puis surtout, c'était un lieu de pèlerinage en fait très très célèbre en Gaule au VIe siècle. Et il y avait vraiment des pèlerinages autour des tombes des premiers évêques. C'est vraiment la nécropole des premiers évêques, de Rhétis, de Cassien. Donc Grégoire de Tours, par exemple, mentionne Saint-Pierre-l'Étrier. Il y est allé en pèlerinage. Il relate un miracle qui aurait eu lieu dans la nécropole. Donc c'est une nécropole qui est très connue. La question qui se pose, elle a souvent été présentée comme la nécropole chrétienne d'Autun, la nécropole des premiers chrétiens, ce qui est probablement vrai quelque part, parce qu'effectivement, on a les premières mentions du christianisme. Mais mes collègues, si vous faites la deuxième conférence, vous diront que pour autant, ce n'est pas une nécropole chrétienne, parce que c'est une nécropole qui compte plusieurs centaines de tombes, voire plusieurs milliers, et qu'on est encore à une période où coexistent en fait clairement toute forme de culte et de rite, et qu'on a à la fois des rites peut-être relevant plutôt du paganisme et d'autres clairement chrétiens. Il est très difficile d'identifier une tombe chrétienne à moins d'avoir une inscription, un chrisme, quelque chose qui indique la religion. Pour le reste, l'interprétation elle est beaucoup moins évidente. Ce qui est sûr pour Saint-Pierre-l'Étrier, c'est que c'est une nécropole qui a accueilli aussi des tombes très importantes. Là, j'ai mis une photo de la fouille de 2020, donc, qui est la fouille menée par mes collègues, où on devine un peu sur la photo la présence de sarcophages, les couvercles bombés de très gros sarcophages de grès, la présence d'un sarcophage un petit peu, d'un cercueil plutôt un peu écrasé en premier plan, c'est parce que c'est un cercueil de plomb. Et ça a été d'un coup, avec cette nécropole, le plus grand corpus de cercueils de plomb du nord de la Gaule, je crois, et on a une quarantaine de cercueils de plomb, sans vouloir dire de bêtises. Enfin, quelque chose de... Donc on a des tombes très riches, et ça c'est quelque chose d'assez évident avec Saint-Pierre-l'Étrier. C'était là où se faisait enterrer l'élite de la ville. Et ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on voit le mobilier trouvé dans certaines de ces tombes, le vase diatrète, là encore, je préfère pas m'étendre sur ce vase-là, je pense que vous allez beaucoup en entendre parler, mais malgré tout, simplement, au cas où vous ne fassiez que ma conférence, ce que je ne vous conseille pas, il s'agit d'un vase en verre, qui a été réalisé, donc la forme de bol a été réalisée à chaud, puis ensuite quand le bol a été froid,
on a sculpté l'épaisseur de la paroi du bol pour en sortir ce décor sculpté en relief. Donc c'est une prouesse technique absolue. On est devant vraiment la virtuosité arrivée à son sommet de l'art de la verrerie à la fin de l'Antiquité. Et les maîtres verriers capables de faire des diatraites étaient protégés par l'empereur et travaillaient généralement pour la cour de l'empereur. On estime qu'il faut 5 ans pour former un maître verrier à faire un vase diatraite. Donc voilà, donc rien que pour ça, il faut absolument que vous alliez voir l'expo et que vous alliez regarder de près cet objet parce qu'on a du mal à le croire quand on le voit, que tout en fait est d'un seul tenant, il n'y a pas de soudure. Donc un objet absolument exceptionnel avec ce vase diatraite. Et puis dans une autre sépulture, une tunique d'or complète posée sur le défunt, dont vous verrez un fragment dans l'exposition. Là, je me suis permise de mettre une photo de la fouille parce qu'en fait, vous n'en voyez qu'un fragment. Donc on imagine que tout un tissu d'or, tissé de fils d'or, c'est-à-dire en fait un fil avec une fibre végétale autour de laquelle on a enroulé une très 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 fine tôle d'or et on a fait un tissu avec ça. Donc on a des tombes clairement d'exception qui montrent bien encore à ce moment-là une relation qui est très particulière de l'élite éduenne avec le monde romain. Là, j'ai mis ici la carte des vases diatraites dans le monde romain. On en connaît une dizaine de complets aujourd'hui dans le monde. Celui d'Autun, il est là. Et vous voyez que, alors c'est les petits vases noirs, les complets. Je crois que les autres, c'est les attestations par fragments. Vous voyez que la principale concentration de ces vases, c'est autour de Cologne et Trèves. Donc probablement autour de la cour impériale de cette partie-là de l'Empire dans l'Antiquité. Voilà, et là j'en ai fini avec les fastes d'Autun, puisque après, voilà, c'était notre dernière embellie début du IVe siècle, mais malgré tout, Autun a vécu comme les autres villes de Gaule. Ensuite, la récession définitive à partir du milieu du IVe siècle, finalement, cette grande restauration sous Dioclétien, etc., n'a malheureusement eu qu'un temps. Et à partir du milieu du IVe siècle, on est vraiment devant une ville qui s'est énormément réduite. Donc là, vous avez une évocation de la ville. Là, je parle du 4e, mais ça, je pense, c'est une évocation du 6e, mais c'est à peu près, on va dire qu'on arrive au bout de ce processus. Donc, il y a une très grosse déprise urbaine. On estime qu'il y a maximum 10% de la ville à ce moment-là qui est encore occupée. Tout le reste est soit en friche, soit à moitié en ruine. Vous voyez qu'il y a des monuments qui vont servir de carrière à ciel ouvert, hein, notamment le théâtre et l'amphithéâtre. Idem pour le théâtre de la Jeunetois. Et le noyau urbain, finalement, eh bien, il est allé sur la pointe sud de la ville. Vous voyez qu'on a le rempart antique et on a ajouté à ce rempart antique un nouveau rempart, le rempart du castrum. Et là, c'est une fois de plus une logique qu'on retrouve dans beaucoup d'autres villes de France. Allez voir l'enceinte du Mans, notamment, si c'est le plus bel exemple qu'on connaisse. Donc, le noyau urbain, il semble se situer ici à partir du milieu du IVe siècle. Et donc la ville, eh bien, c'est un vaste champ pas de ruines, mais plutôt un chantier de récupération. Je reviens aux écoles méniennes. Voilà ce qu'ont trouvé réellement mes collègues archéologues quand ils ont fouillé les écoles méniennes. C'est-à-dire que cette belle colonne que je vous ai présentée, ce sont ces éléments-là, mais donc la colonne est tombée au sol et elle a été complètement récupérée. Tous les éléments ont été récupérés pour passer dans les fours à chaud pour faire de nouvelles constructions. Et on a retrouvé des lambeaux de colonnes, en fait. Idem pour voilà, ce très gros chapiteau, il fait 2 tonnes, hein, énorme, en marbre, très beau marbre, chapiteau du temple d'Apollon. Voilà la restitution du chapiteau. Mais vous voyez, au fait, au IVe siècle, il a été complètement équarri pour récupérer tout ce qui peut être récupéré. Et on a une multitude d'exemples de ce style à Autun. Ça, c'est ce que vous avez dans l'exposition. Un fragment d'architrave monumental qui, en fait, a été retaillé au Moyen-Âge pour servir de seuil de porte. C'est pour ça qu'il a cette jolie forme rectangulaire. On retrouve ces formes de récupération largement, y compris d'ailleurs dans les murs des maisons de la ville d'Autun, hein, très 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 largement. Donc grosse récession, et pourtant la ville ne disparaît pas. Et c'est ça qui est intéressant quand même, et sur lequel on peut insister. Tout ne disparaît pas. Il y a des choses qui ne disparaissent pas. Il y a des choses dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Le rempart, par exemple. Le rempart reste dans le paysage. Certes, il est ruiné, en partie, mais il reste. Les portes restent. Les grands monuments, ma foi, ils servent de carrière, mais ils sont encore un peu là dans le paysage et ils vont rester très longtemps dans le paysage. L'amphithéâtre, il disparaît qu'au XVIIIe siècle. Et l'occupation aussi reste. Par exemple, alors je ne sais pas si... Ah, on voit pas bien du tout. On voit rien du tout. Tant pis, je vais le faire.
Là, vous avez la même chose que mon petit dessin de tout à l'heure, mais cette fois en plan. Donc on voit qu'on reste dans l'enceinte. On a gardé les grands axes, Cardo et les deux d'Ecumani, les deux axes est-ouest qui fonctionnaient. Les portes fonctionnent encore à peu près. Ce qu'on ne voit pas sur ce dessin, à mon grand désarroi, c'est les zones d'occupation. Je vous ai montré la ville. Le noyau urbain, il est là. Mais en fait, on a encore une occupation. Alors, elle n'est pas du tout de même ordre. Il s'agit plutôt de réoccupation de bâtiments romains, de maisons un peu en architecture terre et bois. Mais on a des zones occupées dans la ville, au centre notamment, ici. On en a aussi un peu à proximité des portes. Donc, malgré tout, il y a des choses qui restent dans cette ville. Et puis, il y a vraiment des sites sur lesquels on a une continuité urbaine réelle. Par exemple, dans la ville haute, tout le groupe épiscopal. Là, je vous disais, cette ville haute, la pointe là, voilà. Cette ville haute qui fait une petite dizaine d'hectares, elle s'organise notamment autour d'un évêché, d'un groupe épiscopal dès le IVe siècle. Donc on voit bien là qu'on est sur un secteur dont l'occupation va perdurer. On a d'abord un secteur d'habitat antique, très dense, puis tout ça subit un incendie au milieu du IIIe siècle et est remplacé par un premier ensemble de bâtiments qui pourrait s'apparenter à une demeure épiscopale, une domus ecclesia. Et puis les travaux se poursuivent. À partir du 7e siècle, on a la première mention claire de cathédrale. Donc on sait que notamment à cette période-là, l'évêque Syagrius veut faire doter sa cathédrale de mosaïques à fond d'or. Donc on voit qu'il y a non seulement cette domus ecclesia, mais il y a également une cathédrale. Et puis en 850 arrivent les groupes canoniaux, donc il faut accueillir des chanoines, donc tout ça s'étend. Et puis enfin en 1150, on décide de l'édification d'une nouvelle cathédrale pour accueillir le relique de Saint-Lazare. C'est le bâtiment que vous voyez juste ici, voilà, qui va devenir co-cathédrale avec la première cathédrale qui se trouve par là. Et la première cathédrale, dite cathédrale de Saint-Nazaire, va finalement être abandonnée, détruite également au XVIIIe siècle. Mais on a quand même une vraie continuité urbaine de cet espace-là. Et continuité donc de certains de ces monuments antiques. Alors certes, ils restent dans le paysage sans rester dans leur fonction, mais vous avez la porte ici de Saint-Andoche, la porte est, en fonction comme une porte en 250. Et puis on voit que au milieu du 8e siècle, s'y installe une sorte de petite chapelle, et on sait que Brunehaut, la reine Brunehaut, qui va doter Autun de toutes sortes de monuments à ce moment-là, y installe un xénodokium, un lieu d'accueil pour les pèlerins. Donc il y a un lieu d'accueil pour les pèlerins en bas et une chapelle en haut. Et puis on voit on va dire le développement de ce lieu de culte en 1250, tout ça s'étend. Et puis vous voyez qu'en 1650, la ville se dote d'une nouvelle muraille, d'un nouveau mur, plutôt à la Vauban, on va dire, avec ces éléments un petit peu comme ça défensifs. Et cette muraille va amener à une levée du niveau du sol. On remblait à l'intérieur, ce qui fait que notre niveau rez-de-chaussée va devenir un niveau souterrain. Et aujourd'hui encore, vous pouvez visiter, notamment pour les journées du patrimoine, ce niveau souterrain qui est donc maintenant une crypte qui en fait correspond au xénodokium fait par Brunehaut à l'intérieur de la porte Saint-Andoche. Donc on voit que ces monuments antiques, ils ne disparaissent pas complètement et au contraire, quelque part, ils vont, et comme ailleurs, mais on en a de jolis exemples à Autun, être le lieu de réoccupation et donc perdurer dans le paysage. Et aujourd'hui, on est à peu près sur le paysage que vous avez sur la vignette de 1850. On voit encore ça aujourd'hui dans Autun. Voilà, et là non plus, on ne voit pas mes traces d'occupation, tant pis. Là, j'ai mis en parallèle, alors je suis désolée, j'ai mis mon plan ancien la tête en bas, mais c'était pour que l'orientation soit la même. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous avez une vue, une des plus anciennes vues d'Autun, ça date de 1580, et on voit notamment sur cette vue l'émergence de la ville médiévale. Donc, je le fasse à la souris. Voilà. Là, vous avez la ville haute, qui est en bas, qui est au sud, c'est pour ça qu'elle est en bas. Et l'émergence, ce qu'on pensait être l'émergence de la ville médiévale avec son rempart indépendant au XIIIe siècle, à l'intérieur de l'enceinte romaine. Vous voyez qu'on est sur des choses beaucoup plus petites. Et en fait, ce qu'a révélé l'archéologie, mais que vous ne voyez pas parce que ça apparaît pas à mon plan, c'est qu'en fait, cette ville médiévale, elle est là, et en fait, là, on a encore de l'occupation. Donc, on a finalement une continuité d'occupation dans la ville qui est plus importante que ce qu'on supposait. Voilà. Et par ailleurs, la ville, évidemment, va aussi s'élargir au début du Moyen-Âge avec ce
ce qui va devenir de nouveaux noyaux urbains, notamment avec les établissements religieux. Donc je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là, mais vous avez donc évidemment le groupe épiscopal qui va être vraiment un élément majeur et très très dynamique de toute la ville, de toute l'économie de la ville pendant tout le Moyen-Âge, même encore aujourd'hui. On a un évêché qui est très présent. Et puis des sites extérieurs aussi, et notamment Saint-Martin et Saint-Symphorien, qui vont être des abbayes très richement dotées. Saint-Symphorien, voilà, qui est érigé a priori au 5e siècle. Et là, j'ai mis quelques éléments qui viennent de Saint-Symphorien, qui sont encore très tardo-antiques dans le style. Et en même temps, voilà, on est vraiment devant des objets plutôt là où on va dire l'aspect chrétien il est évident. On a une probable plaque d'autel avec un agneau. On suppose qu'il y a manque l'autre moitié avec l'autre agneau en regard. Cette plaque est d'ailleurs dans l'exposition. Et un sarcophage dont vous voyez un petit détail du couvercle. On a un couvercle décoré avec chrisme, palme, croix. Donc bref, des établissements chrétiens très bien dotés et notamment qui vont bénéficier des faveurs de cette reine Bruno qui va doter ces établissements religieux, qui va être très proche de l'évêque Syagrius et qui va d'ailleurs se faire enterrer à Autun dans une autre abbaye qu'elle fonde, qui est l'abbaye Saint-Martin, qu'on ne connaît malheureusement plus que par une maquette ancienne que j'ai mise sur la diapo et des vues, puisqu'elle a été intégralement détruite à la Révolution. Elle a été vendue comme bien national et complètement détruite. Elle a servi de carrière. Donc c'est très triste, mais on sait qu'on avait des établissements très importants. Et pour finir, ces établissements religieux, cet investissement qu'on va faire sur eux, que ce soit sur l'évêché, sur la maison épiscopale, sur les abbayes, vont être les lieux où l'érudition, en fait, elle va se perpétuer. Et là encore, on en a de beaux exemples à Autun, avec ça que vous pouvez voir dans l'exposition, par exemple, qui est ce poème réalisé par Fortuna, Venance Fortuna, qui va devenir finalement évêque de Poitiers, mais il est réalisé pour l'évêque Syagrius par Venance Fortuna pour remercier Syagrius d'avoir libéré un compatriote qui avait été réduit en esclavage. Et pour le remercier, il va faire un poème très savant où il va parler de la libération de l'homme par le Christ, faisant un subtil parallèle avec la libération de son ami esclave par Syagrius, évidemment. Et il va en faire un vrai exercice d'érudition latine, c'est évidemment en latin, avec ce jeu de vers. C'est un poème constitué de 33 vers en référence aux années de la vie du Christ. C'est un poème là encore acrostiche. Les lignes, les colonnes et la croix forment d'autres vers particuliers. Donc c'est à la fois un exercice d'érudition, quelque chose aussi de très visuel. Et ce poème, il a été réalisé pour orner un des murs du vestibule de la maison de l'évêque au 7e siècle. Donc on voit que finalement ces lieux, ces établissements religieux, ils perpétuent cette culture, cette érudition antique. Et on en a encore un exemple très remarquable aussi avec la richesse assez incroyable du fonds ancien de la bibliothèque d'Autun, puisqu'on a effectivement dans ce fonds ancien à peu près 300 manuscrits anciens. Les plus anciens remontent au 5e, 6e siècle, ça va après sur tout le Moyen-Âge, des choses très précieuses. Et clairement, ce fonds ancien, c'est la continuité de ce legs intellectuel important de cette cité très culturelle, très cultivée, qui va s'exprimer non plus cette fois dans des inscriptions monumentales, mais plutôt dans des livres. Et voilà, on a avec ces premiers livres-là, dans les premiers témoignages, ces témoignages aussi du premier christianisme, une poursuite de cette érudition antique, que ce soit dans le décor. Là, vous avez deux évangélistes qui sont représentés, et vous voyez qu'ils sont représentés vêtus à la romaine. Ils tiennent un volumen ou un codex dans la main. Ils sont dans la posture du rhéteur. Donc, il y a vraiment des références absolument explicites à la culture antique. Là, les arcatures sont monnaie courante, et quelque part, la forme de la colonne et la forme de l'arcade à Autun a inspiré tout le Moyen-Âge. Quand on visite la cathédrale Saint-Lazare d'Autun avec sa sculpture romane, on voit l'inspiration antique dans la manière dont les choses ont été réalisées. Encore des arcatures dans d'autres manuscrits. Et puis ce magnifique sacramentaire de Marmoutier, qui est un des plus beaux probablement du fond,
où là encore, on voit toutes les références à cette culture antique qui s'expriment. Vous avez ici le pape Grégoire Ier représenté à l'antique avec l'usage de la pourpre tout autour, ces inscriptions en lettres trajanes majuscules. Là encore, on peut aller chercher la pourpre. Donc cette culture, cette érudition, en fait que, ou plutôt ces manuscrits nous montrent qu'Autun était une ville de culture dans l'Antiquité et que cette culture, elle a pris d'autres formes parce qu'évidemment, les écoles méniennes n'ont pas survécu à la récession urbaine du IVe siècle. Elles ont disparu au IVe siècle. Ce mode d'enseignement a disparu. Mais la culture, elle est restée. L'érudition, elle est restée. Le goût de l'écrit, il est resté dans les bibliothèques de Saint-Martin, de Saint-Symphorien, de l'Évêché. Le goût du droit est resté. Autun a toujours été une ville de grands magistrats parce qu'il y a toujours eu cette culture-là. Donc, c'est intéressant de voir que ce fil-là n'a pas été coupé, en fait, à la fin de l'Antiquité par les démarrages houleux, quelque part, du début du Moyen-Âge. Pour conclure, et c'est ma conclusion, tout cela, ces découvertes, c'est vraiment des découvertes très récentes qui nous ont amenés à revoir la manière de présenter cette période dans le futur musée d'Autun, puisque, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le musée est en chantier, le musée Rollin est actuellement fermé. Il y a plein d'autres choses à voir si vous venez. Mais le musée Rollin est fermé. Et on est en train de faire une très grande extension de ce musée. Le musée Rollin est là et on fait une extension sur tous ces bâtiments que vous avez ici. Et notamment autour de cette grande prison circulaire panoptique qui se trouve au centre. Et on fait un sous-sol pour relier tous ces monuments que vous voyez ici en coupe, que vous voyez ici en plan. Donc j'entends les oula. Effectivement, nous sommes en plein milieu de la ville haute, en face de la cathédrale. Il y a un petit peu d'archéologie. Et effectivement, on réfléchit à la présentation. Alors là, je pense que c'est presque contre-productif de finir sur cette diapo-là parce que c'est une image d'étude, mais on est en train de retravailler la période de l'Antiquité tardive, qui n'est plus maintenant une période de transition, mais au contraire une période assez forte et assez riche de l'histoire de la ville d'Autun. Voilà, je vous remercie. Je ne sais pas si je vous ai complètement épuisé, ce qui m'étonnerait qu'à moitié. Merci Agathe pour cette très très belle conférence qui déploie, je trouve, l'expo justement que nous présentons au musée, puisqu'elle s'appuie sur un certain nombre d'œuvres qui sont présentées dans l'exposition. Elle développe le propos, bien évidemment, puisque dans nos espaces, on ne pouvait pas évoquer autant de choses en si peu de surface, et puis qui nous donne très envie de venir dans un mois, le 6 avril, écouter Carole Fossurier et Nicolas Tisserand qui vous présenteront la nécropole de Saint-Pierre-l'Étrier et les fouilles de l'INRAP de 2020, dont vous avez un certain nombre de produits de fouilles dans l'exposition, et puis de venir à Autun surtout. Moi, je suis venu dernièrement et c'est vrai que c'est une ville ravissante, avec des ruines de l'Antiquité partout, mais de belles ruines. Voilà, avant l'ouverture donc du panoptique. Il nous reste 5 minutes pour peut-être une question et demie. Alors, qui commence par la demi-question ? Madame, le micro. Pardon. Il n'y a pas un petit morceau à Saint-Martin il dans reste... le parc? Oui, il reste effectivement une trace d'une chapelle qu'on voit encore dans le parc. C'est un tout petit morceau. Mais effectivement, vous avez raison. Et elle a été remise en valeur dans le parc qui a été repris. Alors, on va perdre 30 secondes sur votre question, le temps que j'arrive à vous, mais je compte sur vous pour être efficace. Oui, bonsoir. J'aurais voulu savoir pour quelle raison l'axe est-ouest semble avoir une espèce de zigzag en son centre dans la construction de la ville. C'est une bonne question pour les archéologues, ça, mais je pense que c'est en lien avec le passage de la voilà, exactement. voie. On voit que les deux portes ne se font pas face. Effectivement, on voit que c'est complètement désaxé. Les portes sont désaxées elles-mêmes, et je pense qu'en fait, on a commencé par faire les portes dans la fondation de la ville. On a peut-être fait les portes à des endroits où il était possible de faire les portes et où la voie se poursuivait. Il se trouve que c'est pas tombé. C'est pas tombé. Voilà. Mais les archéologues seraient peut-être plus précis que moi. Mais je pense que c'est parce qu'on n'a pas voulu faire. Clairement, il n'était pas envisageable de faire une voie en biais pour relier la porte est à la porte ouest.
Et comme on relie d'autres voies partant d'un côté vers Clermont-Ferrand, de l'autre, je ne sais pas exactement où, mais en tout cas, je pense qu'on se raccroche à des voies déjà existantes et que c'était peut-être compliqué de faire un axe est-ouest qui tombe pile au croisement des voies. C'est l'hypothèse que je fais, mais je vous autorise tout à fait à poser la question à d'autres. Voilà, monsieur. Oui, merci. Est-ce qu'on connaît les raisons de ce que vous appelez déprise urbaine? À partir du IVe siècle, oui, vous voulez dire après je pense que en fait, la tétrarchie ne va avoir qu'un temps et le mode de gouvernement instauré par Dioclétien ne va pas beaucoup lui survivre. Après, ça se poursuit avec Constantin qui garde un pouvoir fort et après Constantin, le pouvoir romain en fait n'arrive plus à assurer la sécurité à ses frontières, n'arrive plus à assurer l'administration globale et c'est un peu la fin de l'Empire romain de manière générale. Donc ça va dans le sens de cette grande histoire. Mais comparativement à l'évolution de Paris ou de Lyon, pourquoi pourquoi est-ce que Autun a à ce point disparu des radars après? Elle n'a pas tant disparu parce que l'évêché restait très important. C'est vraiment l'évêché qui fonctionne avec celui de Lyon. Donc, quand l'évêque de Lyon n'est pas là, c'est l'évêque d'Autun qui le remplace. Donc, elle a gardé une certaine importance religieuse. Mais c'est vrai qu'elle a progressivement, avec le temps, perdu son importance économique et politique. Ça, je pense que c'est lié à parfois des positions qui ne sont pas les plus adéquates quelques siècles plus tard. Aujourd'hui, Autun est une petite ville parce que, par exemple, elle est en dehors de tout circuit de circulation. Il n'y a pas de gare, on n'a pas d'autoroute. Donc, ces éléments-là, elle a été un temps au cœur d'un réseau d'échanges routiers. Puis, quand les choses ont bougé, Autun s'est retrouvé marginalisé dans ce réseau-là. Et le partage du diocèse aussi différemment avec la création du diocèse d'Auxerre, etc. ont petit à petit grignoté finalement cette hégémonie qu'avait un temps, pendant une période Autun sur ce territoire. Bien, je crois qu'il nous reste une dernière question. Vous avez droit à 2 questions, vous avez de la chance. C'est parce que la première, j'ai pas été très bonne. Alors. Les raisons de la destruction d'Autun au IIIe siècle, est-ce qu'il y a eu vraiment des luttes à l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu des guerres? Pendant le siège de... Alors, on a l'attestation... À la fin de l'Empire gaulois, enfin de l'Empire des Gaules. On n'en a aucune trace. Alors, est-ce qu'on peut penser que Dioclétien a voulu punir certaines villes et aurait entamé la décroissance d'Autun? Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ce qu'on sait... Pardon, je vais essayer d'être résumé. Ce qu'on sait par les sources historiques, c'est qu'Autun subit un siège en 269 qui dure 7 mois et qui amène au pillage de la ville. Ça, c'est une source historique qui est fiable. Pillage par les Romains? Par l'empereur gaulois usurpateur. Alors, je me dis, oh, mon Dieu, si vous n'avez pas compris ça, c'est que je n'ai pas été très claire. Mais Augustodunum était fidèle à l'empereur officiel, qui était Claude II à l'époque. Et justement, quand Dioclétien arrive, il va récompenser Augustodunum de sa fidélité en entamant la restauration. Bien, donc merci beaucoup Agathe. Moi, je terminerai simplement en soulignant que vous avez au-dessus de la tête d'Agathe le groupe cathédral. Sans eux, c'est tout à fait normal, puisqu'ici, c'est bien un adjectif comme épiscopal. Donc, s'il vous plaît, n'écrivez pas de E sur le panneau de l'exposition. Hein. Voilà. Je vous remercie. Très bonne soirée.